Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 7 juin 2021. Avant d'ouvrir la séance, je voudrais mentionner que c'est probablement notre dernière séance en visioconférence. Alors, on espère que pour la rencontre du 1er juillet, qu'on va pouvoir tenir la rencontre devant le public. Alors, évidemment, on va suivre ça de près, puis on va vous informer en temps et lieu. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance selon les dispositions actuelles. Annick, est-ce que tu peux nous lire la résolution? Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 11 juin 2021, considérant l'arrêt 2020-004 daté du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance pour tout moyen de communication. Considérant l'arrêt 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance du Conseil, dont l'obligation de rendre publique toute séance dès que possible, par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération, considérant qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux sont autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence Zoom. Considérant qu'à la demande du Conseil, cette séance sera diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct et que les citoyens pourront assister à distance. En conséquent, il est proposé et appuyé d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et que la séance soit enregistrée pour être diffusée ultérieurement sur le site Internet de la municipalité et qu'elle soit diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé M. Yvan Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour au point 2. Madame Annick, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture? Oui. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 3 mai 2021. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mai 2021. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture et correspondance. 6.1, correspondance de M. Paulin Boudreau, Éboulis, chemin Saint-Thomas. 6.2, correspondance de M. Jérôme Dufresne, projet amusement sur le fjord. 6.3, correspondance de M. Marcel Simard, projet amusement sur le fjord. 6.4, boîte de récupération des masques jetables, MRC du fjord du Saguenay. 7, administration. 7.1, avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt parapluie numéro 21-385, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 150 000. 7.2, report de délai au 30 septembre 2021 de M. Sylvain Dufour pour son projet domiciliaire secteur de la rue de Rouveret. 7.3, la mutuelle de la municipalité du Québec, proposition assurée additionnelle, halte de garderie, centre communautaire La Petite École. 7.4, municipalité de Ferland et Boileau, près du Chapiteau. 7.5, demande d'achat d'une partie du terrain de la municipalité, Mme Nancy Gagné et M. Éric Gagné. 7.6, Corporation Gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay, demande d'aide. 7.7, utilisation du vote par correspondance pour les électeurs et électrices non domiciliés pour l'élection générale du 7 novembre 2021
et pour toute procédure à recommencer à la suite de cette élection. 7.8. Utilisation du vote par correspondance pour les électeurs et les électrices de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure à recommencer à la suite de cette élection. 7.9. Adoption du règlement 21-375 sur la gestion contractuelle de la municipalité et abrogeant le règlement 19-363. 8. Travaux publics. Acquisition municipale d'un véhicule électrique, effort de réduction des gaz à effet de serre. 8.2. Demande de branchement au réseau d'Aqueduc pour la future propriété du 100 rue Saint-Jean-Baptiste. Mme Nadine Boudreau et M. Sylvain Tremblay. 8.3. Demande de branchement au service d'Aqueduc et d'égouts municipal. M. Simon-Olivier Côté. Ça, c'est pour les lots un instant. C'est les lots 6 146 065 et 6 145 336. Ensuite, on a 8.4. Embauche de Mme Valérie Gagné au poste d'adjointe aux travaux publics. 8.5. Projet pilote de stationnement et réduction de vitesse dans le secteur du quai. 8.6. Espace public et aménagement du stationnement, périmètre du patrimoine religieux. 8.7. Attribution du contrat d'entretien des chemins pour la saison estivale 2021. Ensuite, en point 9, urbanisme. 9.1, recommandation du CCU 56, il y a une petite erreur, 2021. Demande de permis de construction sur le lot 6 144 645, Mme Monique Duchesne. 9.2, recommandation CCU 58-2021, demande de permis de construction 131 rue de la Providence, M. Guy Bélanger. Recommandation CCU, là, il y a une petite erreur aussi. Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'utiliser à une autre fin que l'agriculture une partie du lot 6 145 240, M. Doris Fortin. 9.4, recommandation du CCU 59-2021, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'utiliser à une autre fin que l'agriculture sur une partie du lot 6 405 864, M. Graham Park. Recommandation CCU 60-2021, plan d'ensemble d'hébergement Ephraim, M. Jasmin Saint-Gelais. 9.6. Premier projet de règlement d'amendement numéro 21-376, modifiant le plan d'urbanisme numéro 19-352, relativement à un changement de l'affectation conservation CE par une affectation de villégiature pour les zones de réserve ZR4 et ZR5 au sein du périmètre urbain secondaire, ainsi que relativement à l'agrandissement de l'affectation d'habitation à même l'affectation publique au sein du périmètre urbain principal. 9.7. Premier projet de règlement d'amendement numéro 21-377, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 en concordance avec le règlement d'amendement numéro 21-376, modifiant le plan d'urbanisme relativement au changement de l'affectation conservation par une affectation villégiature au sein du périmètre urbain secondaire, ainsi qu'à l'agrandissement de l'affectation habitation, à même l'affectation publique au sein du périmètre urbain principal et relativement à la création des nouvelles zones R95, R96, V97, RT98, RT99, RT100, dans le secteur du Mont-Édouard, à même les zones R42, V25 et RT43. 9.8. Premier projet de règlement d'amendement numéro 21-378, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358, relativement à l'application du PAE dans les zones V27 et V28, ainsi que les nouvelles zones créées R95, R96, V97, RT98, RT99 et RT100, en concordance avec l'amendement au règlement de zonage 21-377. 9.9. Adoption du premier projet de règlement d'amendement numéro 21-379, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359, relativement à l'application
du PIIA dans les zones V27, V28, V97, R95, R96 et RT100, en concordance avec l'amendement au règlement de zonage 21-377. Le 9.10, premier projet de règlement d'amendement numéro 21-380, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay, apporté par le règlement numéro 18-387, ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay, apporté par le règlement 19-405, ayant pour objet de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. 9.11, premier projet de règlement d'amendement numéro 21-381, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380, modifiant le plan d'urbanisme numéro 15-289, pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay, apporté par le règlement numéro 18-387 et 19-405, ayant pour objet respectivement de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. 9.12. Premier projet de règlement d'amendement numéro 21-382, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356, relativement à la tarification pour l'analyse des demandes relatives aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et relativement à la tarification. 9.13, projet de règlement d'amendement numéro 21-383, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 19-360, en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380, modifiant le plan d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay, apporté par le règlement numéro 18-387, ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière. 9.14, premier projet de règlement numéro 21-384, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI, ayant pour objet d'autoriser sur demande et en fonction de critères préétablis, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lancy-Saint-Jean. En 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, tenue du Festival musical Grand Oust, 3e édition. 11.2, Festival musical Grand Oust, octroi du contrat de service production Hakim. 11.3, Centre communautaire La Petite École, festivité de la fête nationale. 11.4, affichage innovant, Bureau d'information touristique municipale. 11.5, Association Chasse et pêche Anse-Saint-Jean Incorporée demande d'aide financière pour l'annulation de la pêche blanche 2020. 11.6, Appui aux mémoires, consultation sur les services de garde éducatifs en enfance. 11.7, Octroi du contrat de service à la compagnie Services de sauveteurs QN Incorporée. 12, Variants, 13, Rapports des comités et informations, 14, Période de questions et 15, Fermeture de la séance. Merci beaucoup. C'est toute une belle lecture que vous avez faite là. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. Oui, Richard, appuyé par Éric Thibault. 3.3, lecture et adoption des procès-verbaux. On a un seul procès-verbal, c'est la séance régulière du 3 mai 2021. Donc, il y aurait dispense de lecture. Vous l'avez déjà reçu. Alors, M. Anicette-Gagné propose, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption des comptes du mois
Donc, c'est le compte des paiements directs de mai 2021. Monsieur Jonathan? Oui. Alors, on a des comptes pour un montant de 146 603,45. Ça se détaille comme suit. Donc, j'avais le pouvoir franc 302,34 achats de chlore. On a un crédit de 68,93 attache remorque Saglac des retours de marchandises. Quin-Lamar 43,31 révision de l'entente pour les navires de croisière avec la régie incendie. CQR 1987,30 installation d'un système d'alarme au garage municipal. BGM informatique 86 et 88 du support téléphonique. Peinture décor Labbé 1519,26 achat de matériel bureau d'administration. Fonds d'information sur le territoire 170 services de bureau et d'information foncière le mois d'avril-mai. Espace Muni 45 et 42 renouvellement d'adhésion. Canac 132,56 achat de plainte de vinyle. Mélanie Deschênes 87,75 frais de déplacement. Eurofin Environex 1051,15 analyse de l'eau municipale des eaux usées. Amiro 115,53 des produits alimentaires. Ferme Tournevent 411,99 huile biologique Tal de Gourmande. Bureautique FTI 306,58 contrat de service pour les deux photocopieurs. Groupe Archambault 453,81 les volumes de la bibliothèque. Horizon graphique 3236,55 restauration des bannières au niveau de l'information touristique. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général 1897,9 travaux préventifs. Julie Simard, service conseil 7933,26 services professionnels et modifications de règlements, là, donc tous les règlements là, que Mme Boudreau a dit tout à l'heure. Lauréat Gagné Inc. 643,87 fouler les conteneurs, là, des réparations sur la rue Vébron. Mallette 28 829,99 des honoraires de vérification de l'année 2020. Godreau Saucier Simard 1402,71 d'honoraires professionnels le mois de mai-juin. Les produits sanitaires Lépine 1449,62 achats de produits ménagers. Toile décor 364,20 achats de toile le bureau d'administration. MRC du Fjord du Saguenay 69 310,72 les codes-parts pour les déchets, le recyclage, les matières organiques. Municipalité de Petit-Saguenay 387,31 entente intermunicipale des honoraires M. Jean-François Houd. PG Solutions Inc. 1856,9 ajout de licence pour accès finance configuration réseau. Groupe Conseil Planitech 488,64 des services rendus le réaménagement de la petite école. Pompe Saguenay 6531,71 réparation de la pompe, une des pompes aux grilleurs. Produit BCM limité 1104,47 achat de matériel au niveau de l'aqueduc. Receveur général du Canada 323,53 licence radio portative. Centre de rénovation 147,78 des divers achats là, de produits. Saga Consultant 804,83 là, avis technique pour le réaménagement salle réunion d'édifice. Cell Warwick 7484,87 achat de calcium pour l'entretien des chemins. Signalisation Interligne 440,40 achat de panneaux d'aluminium. SNC Lavalin 1233,11 honoraires professionnels. La période se terminant le 28 avril. Stéréo Roussel 3437,29 3 ordinateurs, là, administration, travaux publics, urbanisme. Transport Bouchard 650,44 des frais de transport. Donc, tous ces montants-là totalisent un montant de 146 603,45. Et par la suite, au niveau des paiements directs, bien, on a les produits pétroliers, là, 1173,18 et on a certains achats là, lorsqu'on a fait la mise à eau des quais, là, un montant de 2651,64 là, pour totaliser 3824,82. Alors, une proposition pour l'acceptation des comptes des paiements directs de mai 2021. Qui propose M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. Merci. Renouvellement des petites caisses, Monsieur le directeur général. Oui, alors, on a un renouvellement de 166,95 là, qui était majoritairement là, timbres et papeteries diverses. Donc, une proposition pour le renouvellement, M. Victor Boudreau, appuyé M. Richard Perron. Donc, 6, lecture de la correspondance. 6.1, on a reçu une correspondance de M. Paulin Boudreau au sujet de l'éboulis du chemin qui est survenu là, dans une portion du chemin Saint-Thomas. Alors, je vais demander à M. le directeur général de nous faire un peu le topo là, du suivi ou encore des démarches qui ont été effectuées à ce jour. Puis, je reviendrai peut-être là, pour vous proposer d'adopter une résolution à la fin. Monsieur le directeur général.
Alors, au niveau du dossier actuellement, on a fait faire, lorsque l'éboulis a eu lieu, il y a eu une étude qui a été effectuée par Angla, que la municipalité a mandatée. Et suite à ça, cette étude-là a été communiquée au ministère de la Sécurité publique, là, je vous dirais, aux environs du début mars. Là, je pense autour du 7 mars là, ou du 15 mars. Donc, le ministère de la Sécurité publique, eux, ont pris cette étude-là et ils l'ont transférée au MTQ pour avoir une opinion, vu que ça touche un chemin là, et un glissement de terrain. Donc, je vous dirais qu'on a quand même été en attente pendant un certain moment là, des commentaires du MTQ. On a eu les réponses, je crois que c'est mercredi ou jeudi la semaine passée, où est-ce que là, on a eu les commentaires du MTQ relativement à l'étude d'Angla. Maintenant, ce que nous, on doit faire, ben là, on doit prendre les commentaires du MTQ, on doit les transmettre en Angla pour qu'eux viennent tenir compte de ces commentaires-là au niveau de leur étude et on doit le resoumettre ensuite au ministère de la Sécurité publique pour qu'eux valident le tout. Un coup que ça va être validé, là, on va avoir accès là, aux aides financières, donc on pourra faire les travaux et ensuite faire une réclamation là, relativement aux différents coûts. On a quand même fait des efforts au point de vue de l'interne là, pour sensibiliser le ministère de la Sécurité publique là, au degré d'urgence. C'est quand même un éboulis qui a eu lieu à l'automne passé. On est toujours en attente. Là. Il y a certains délais. Là. On comprend qu'avec la COVID, là, ça roule un petit peu moins vite, mais on a quand même une question là, de santé-sécurité. Donc là, on en est là, avec Englobe là, à leur transmettre les commentaires pour qu'eux fassent modifier leur rapport. Okay. En fait, je veux mentionner que M. Paulin Boudreau a raison. C'est quand même un chemin qui a, disons, qui a un enjeu important, là, qui dessert quand même un secteur important de la population, dont deux fermes laitières dans le coin. Alors, en plus qu'on sait qu'à compter de demain, le pont couvert va être limité en termes de poids à 3 tonnes. Donc là, encore là, ça veut dire qu'on ne pourra pas emprunter le pont couvert s'il advenait, par exemple, un autre affaissement de terrain ou du chemin qui limiterait l'accès à ce moment-là. Alors, je pense que dans le contexte, je pense que les démarches ont été faites, bien faites, de la part du directeur général et de son équipe, mais je pense qu'il faudra adopter une résolution à être envoyée au ministère de la Santé publique, Sécurité publique, pardon, comme quoi les travaux nécessitent là, une attention particulière et urgente. Évidemment, la situation est de plus en plus critique, là, surtout, comme je viens de le mentionner, avec la limite de poids ou, pour le pont couvert. Alors, je demanderais peut-être quelqu'un pour proposer, là, M. Victor Boudreau propose, appuyer M. Éric Thibault. On va rédiger un projet de résolution qu'on va vous faire parvenir dans ce sens. Merci. On a les points 6.2 et 6.3 qui concernent le projet d'amusement sur le fjord. C'est le 6.2, c'est une lettre de M. Jérôme Dufresne. Et à 6.3, c'est une lettre de M. Marcel Simard. Alors, tous les deux, en fait, se questionnent sur la pertinence de ce projet-là et de l'impact que ça va créer, évidemment, dans l'environnement. On sait que, évidemment, c'est dans un secteur patrimonial. Donc, évidemment, c'est certain qu'on va avoir une attention particulière à adresser. Je vais demander au directeur général, pardon, de nous faire part d'où, à quel endroit, où on est rendu dans ce dossier-là au niveau de l'administration, parce qu'actuellement, au niveau politique, au niveau du conseil municipal, on n'a pas été encore saisi du dossier. Monsieur le directeur général. En fait, le promoteur a approché l'administration avec son projet. Donc, nous, on a fait une première analyse et il y a certaines problématiques là, au niveau du projet là, qui ne respectent pas la réglementation. On a aussi conseillé de consulter la SART relativement à tous les aspects patrimoniaux là, et le PIA qui est en vigueur actuellement. Donc là, j'ai planifié là, avec M. Durocher, le directeur des travaux publics, là, de rencontrer le promoteur. Là, donc, on devrait prendre rendez-vous à cet effet-là pour justement là, revoir un petit peu son projet. Là. On sait que là, M. Durocher est revenu. Mme Deschênes est absente, là, donc on va venir là, combler ce petit gap-là là, au niveau du temps. Mais actuellement, les procédures, vu qu'elles sont dans un PIA,
Une fois que le projet va respecter l'ensemble de la réglementation de base de la municipalité, donc à ce moment-là, le projet va être soumis au CCU pour analyse et ensuite, il y aura des recommandations au conseil municipal. Donc, c'est la raison pourquoi là, on n'a pas encore impliqué le CCU et le conseil municipal parce qu'actuellement, on a quand même des éléments de réglementation qui sont trop problématiques, là. On ne peut pas présenter un projet qui ne respecte pas la réglementation au conseil municipal et au CCU parce que clairement, on ne pourra jamais faire de recommandations positives. Donc, c'est l'élément qu'on va vouloir s'assurer avec le promoteur avant d'en faire saisir le conseil. C'est beau, ça répond à vos questions également. On va communiquer peut-être l'information à ces deux personnes, M. le directeur général. OK. Merci. 6.4, boîte de récupération de masques jetables. La MRC du Fier du Saguenay. Alors, la MRC a en fait là, développé un programme pour justement installer des boîtes de récupération de masques jetables. On a parlé, en tout cas, la direction a parlé avec les deux épiceries locales. Donc, ils seraient intéressés, eux, d'avoir ces boîtes-là dans leur milieu. C'est sûr que ça va être sous la responsabilité de la municipalité, mais on va inviter les citoyens aussi qui vont avoir, je dirais, à disposer de ces masques jetables, de le faire dans ces deux endroits-là, soit l'épicerie Amiro et l'épicerie Bonichois. D'ailleurs, l'épicerie Amiro avait déjà communiqué avec nous pour nous demander une contribution ou une participation, étant donné qu'eux avaient aussi mis en place une boîte de récupération. Alors, je pense que là, on va s'entendre pour avoir une seule façon de faire et ça va être deux boîtes de récupération de 2500 masques chacun qui vont être installés dans chacune des épiceries, comme je viens de le mentionner. Alors, je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour aller dans ce sens-là. M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. Je voudrais revenir aussi au sujet 6.1, M. le directeur général. On va faire parvenir aussi la résolution à M. Paulin, de même qu'un résumé des échanges qu'on a eus tout à l'heure. Oui. Merci. Au point 7.1, administration, donc avis de motion et présentation du projet de règlement, d'un projet de règlement d'emprunt parapluie au numéro 21-385, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 150 000, Monsieur le directeur général. Oui, on va le voir d'ailleurs au niveau de la séance. Là. Donc, il y a plusieurs projets actuellement là, qui sont en cours là, au niveau du conseil municipal et là, on manque un petit peu là, de financement là, à cet effet-là. Donc, on propose là, de faire un règlement d'emprunt là, de 150 000 qu'on mettrait payable sur 10 ans pour justement là, pouvoir financer ces projets-là. On va voir un petit peu plus loin. Là, on a le stationnement du presbytère, on a de la circulation aussi au niveau du quai, entre autres. Donc, c'est pour permettre, en fait, là, de diminuer l'impact là, pour pas que ces frais-là tombent tout en année 2021 et qu'on se retrouve avec un déficit important. Voilà. Alors, c'est un avis de motion, donc c'est proposition simple. Quelqu'un propose? Monsieur Richard Perron, merci. 7.2, report de délai au 30 septembre 2021 de M. Sylvain Dufour pour son projet domiciliaire secteur de la rue de Rouvray. Monsieur le directeur général. Oui, alors, c'est souvent connu là, le projet un peu là, on appelle ça les terrains Doris, là, donc dans le secteur de la rue Rouvray. M. Dufour, si on se souvient, là, à la séance régulière du mois de mars, avait fait une demande là, pour qu'on accepte son plan d'aménagement en première étape. Le conseil avait accepté le dépôt, cependant, ce n'était pas prononcé. Actuellement, on est en communication là, avec M. Dufour. Le dossier avance bien. Comme on voit, là, on fait aussi quelques changements réglementaires là, pour venir adapter là, la réglementation à certaines réalités du secteur et pour pouvoir aussi s'agencer un peu avec le promoteur là, et voir aussi là, ce que le conseil trouve acceptable ou pas. Donc, on a 120 jours normalement pour se prononcer. Malheureusement, on va arriver au délai de 120 jours là, vers la fin juin. Donc, le conseil municipal est autorisé, je crois que c'est l'article 5.6 du règlement, là, de pouvoir repousser ce délai-là autant de fois qu'il le désire. Donc, on vous recommande là, de repousser le délai de réponse au 30 septembre 2021
ce qui va permettre là, de pouvoir là, régler là, les différents éléments au niveau de la réglementation et pouvoir attacher l'ensemble du projet pour pouvoir accepter quelque chose qui va se tenir là, en termes réglementaires. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. 7.3. Donc, c'est la mutuelle des municipalités du Québec. Proposition assurée additionnelle. Halte garderie, centre communautaire de petite école. Alors, on a adopté une résolution le mois dernier pour justement installer une halte garderie au centre communautaire pour une période de 3 mois. Parce qu'évidemment, il y a une garderie là, dans le secteur de Petit-Saguenay qui ferme ses portes à la fin juin. Donc, Monsieur le directeur général, le montant est de 175 $. Merci. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 7.4, municipalité de Fernand-et-Boileau, près du chapiteau. Alors, je crois que c'est la 2e année, peut-être même la 3e. La municipalité de Fernand-et-Boileau nous demande de prêter notre chapiteau. Il est réduit, par exemple, tu sais, c'est pas le 40-60, c'est le 40-40. Donc, c'est pour la période du 9 au 11 ou 12 juillet. Alors, évidemment, ils vont payer les frais d'installation et de démontage puis de transport. M. Anicette propose d'appuyer M. Victor Boudreau. 7.5, demande d'achat d'une partie du terrain de la municipalité. C'est Mme Nancy Gagné, M. Éric Gagné. Alors, M. le directeur général. Oui, alors, c'est un point là, qu'on avait déjà passé là, dans des séances précédentes. Donc, Mme Nancy Gagné, M. Éric Gagné là, sont intéressés à acquérir une petite parcelle de terrain qui ne sert pas à grand-chose là, au niveau du terrain de l'édifice municipal. Donc, dans le fond, en discutant, la résolution d'aujourd'hui, c'est pour mandater un arpenteur pour pouvoir vraiment venir lotir et venir isoler cette parcelle de terrain-là, si on veut la négocier par la suite. Ensuite, les prochaines étapes, là, si on veut prendre l'avance un peu, ça va vraiment être de venir considérer que cette parcelle de terrain-là n'est plus à des fins d'usage public. Et par la suite, on pourra discuter là, avec les propriétaires là, pour faire une entente là, à la juste valeur là, relativement à la cession du terrain. Alors, quelqu'un propose pour lotir le terrain par un arpenteur, M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 7.6, Corporation de gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay, demande d'aide. Alors, la corporation nous a fait parvenir une lettre nous mentionnant qu'il y avait eu quand même un affaissement d'une paroi rocheuse sur un accès qui donne à la passerelle et même aussi au chalet qui est situé à la chute, qu'on appelle, là, au sanctuaire. Alors, évidemment, on a reçu cette demande. On a actuellement discuté, convenu peut-être de rencontrer le conseil ou des membres du conseil de la corporation pour évaluer le type d'aide qu'on peut apporter comme municipalité dans le cadre de ce dossier-là. Donc, il n'y aura pas de résolution, mais je pense qu'on convient qu'il y a une démarche à faire en vue de supporter la corporation de la Rivière-Saint-Jean. Ça vous va? Merci. 7.7, utilisation du vote par correspondance pour les électeurs et les électrices non domiciliés pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure à recommencer à la suite de cette élection. Alors, Monsieur le directeur général, vous êtes le président d'élection. Il y a 2 points. En fait, il y a le point 7.7 pour les résidents non domiciliés et 7.8 pour les électeurs et électrices de 70 ans et plus. Peut-être nous donner la démarche à suivre là, et si ça nécessite une résolution pour aller dans ce sens. Oui. Alors oui, on va avoir besoin de 2 résolutions. On va commencer par le premier. Dans un premier temps, juste expliquer très, très rapidement qu'est-ce que c'est le vote par correspondance. Dans le fond, le vote par correspondance, c'est un vote par courrier. Dans le fond, les gens reçoivent leur bulletin de vote et ils reçoivent un formulaire pour s'identifier. Donc, les gens votent sur le bulletin de vote, ils mettent ça dans une petite enveloppe. Ensuite, ils remplissent leur formulaire et ils mettent l'enveloppe et le formulaire dans une grande enveloppe.
Et nous, par la suite, quand on reçoit l'information, on peut identifier la personne et l'enveloppe dans laquelle il y a le bulletin de vote. Si tout est conforme, est mis dans l'urne et on peut faire le décompte relativement à tout ça. Au niveau là, du point 7.7 pour les électeurs non domiciliés, c'était quelque chose que la municipalité pouvait mettre en place là, dans les années précédentes. Ça a toujours été possible. C'est pour permettre, dans le fond, aux électeurs qui n'ont pas leur résidence principale à l'Anse-Saint-Jean de pouvoir voter. La particularité, c'est que c'est un vote par résidence et non pas un vote par résident de la résidence. Là. Donc, si c'est un couple qui détient la résidence, c'est seulement une des personnes qui va pouvoir voter. Mais ça permet là, notamment là, à toute la question des villégiateurs là, de pouvoir aller chercher là, un pourcentage de vote plus intéressant, une meilleure représentativité là, de la population au niveau là, de l'Anse-Saint-Jean. On sait qu'on a des résidents permanents. On sait qu'on a une portion de villégiateurs aussi, donc on veut aussi avoir leur opinion relativement aux prochaines élections. Donc, cette résolution-là, ce qu'elle permet de faire, c'est de pouvoir instaurer le vote par correspondance pour les non-domiciliés. Et par la suite, bien, nous, on va pouvoir mettre les procédures en place, envoyer l'information aux non-domiciliés pour leur expliquer la procédure. Et si je peux faire une dernière parenthèse, les votes par correspondance, c'est des votes dans lesquels il faut que les personnes contactent la municipalité pour pouvoir y avoir droit. Donc, ce n'est pas automatique. On n'enverra pas des bulletins de vote à tout le monde là, qui a droit au vote par correspondance. Il faut que les gens appellent. Ils demandent d'avoir accès au vote par correspondance et par la suite, on envoie spécifiquement aux gens qui en ont fait la demande les formulaires et les bulletins de vote pour qu'ils puissent exercer leurs droits. Et préalable à tout ça, il faut qu'ils soient enregistrés comme quoi pour faire partie de la liste électorale. Effectivement. Okay. Donc, quelqu'un propose pour le vote par correspondance pour les électeurs et électrices non domiciliés. Jeanne-Nicette Gagné, M. Victor Boudreau, merci. Et le 7.8, c'est un peu dans le même sens, mais cette fois, c'est pour les personnes de 70 ans et plus. Donc, ça comprend tous les résidents de l'Anse-Saint-Jean qui ont plus de 70 ans, M. le directeur général. Oui, effectivement. Ça, c'est une nouvelle disposition là, qu'on peut utiliser depuis cette année. C'est beaucoup en lien là, avec la situation du COVID. Les personnes âgées, le gouvernement ne voulait pas trop là, qu'ils se déplacent les 70 ans et plus parce que c'est des gens qui étaient davantage à risque. Des fois, il y a des gens aussi, là, c'est plus difficile au niveau de la mobilité. Et aussi au niveau du COVID, on ne peut pas avoir le vote par itinérance. Autrement dit, aller faire un bureau de vote, par exemple, dans une maison des aînés pour aller tous récupérer leur vote. Actuellement, le COVID ne le permet pas. Donc, ce que le gouvernement provincial a décidé de faire, c'est comme on ne peut pas avoir de vote par itinérance cette année, mais les gens qui avaient accès au vote par itinérance et aussi les personnes de 70 ans et plus, on a quand même une possibilité là, de leur permettre de voter par correspondance. Donc, encore une fois, pour les 70 ans et plus, le conseil doit se prononcer s'ils veulent le rendre disponible. On pense que c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de la municipalité. On sait qu'avec le COVID, on a sorti là, tous les gens de 70 ans et plus pour faire des listes téléphoniques, regarder comment est-ce que ça allait, comment est-ce qu'ils se comportaient. Donc, on a déjà l'information à l'interne. Donc, ça va être facile pour nous de valider l'admissibilité. Et ça peut permettre des fois à des personnes de 70 ans et plus où est-ce que justement, là, ça serait plus difficile de se promener au niveau de la mobilité, encore une fois, ou par exemple au niveau de la maladie. De quand même pouvoir exercer leur droit de vote là, à partir de leur résidence. Ça vous va? On est d'accord avec ça? Donc, on propose pour le mettre en place ce système de vote par correspondance pour les personnes de 70 ans. Jeanne-Nicette Gagné, appuyé M. Richard Perron. Merci. 7.9, adoption du règlement 21-375 sur la gestion contractuelle de la municipalité et abrogeant le règlement 19-363, Monsieur le directeur général. Oui, alors on a déjà passé les projets de règlement. Dans le fond, c'est une demande là, du gouvernement provincial. Ils veulent que les municipalités là, puissent pouvoir donner un avantage aux entreprises québécoises lorsqu'ils sont en appel sur invitation ou dans le contrat de gré à gré. Donc, c'est simplement là, venir amender notre politique là, pour pouvoir faire un avantage. Admettons qu'on aura un fournisseur, par exemple, canadien, un fournisseur québécois. Même si le fournisseur québécois a un prix un peu plus élevé, on sera autorisé là, à pouvoir le préférer au fournisseur canadien. Ça vous va? Quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé M. Victor Boudreau. On serait rendu au point 8, les travaux publics. Donc, 8.1, acquisition
municipal de véhicules électriques, effort de réduction des gaz à effet de serre. Vous vous souvenez que le mois précédent, on avait adopté une résolution comme quoi on était intéressé de participer à un programme mis en place par la MRC pour justement acquérir un véhicule électrique dans le but justement de réduire les gaz à effet de serre. Donc, il y a eu, disons, un relevé ou encore une petite analyse, évaluation des différents véhicules qui pouvaient correspondre là, aux besoins des municipalités. On parle d'un petit VUS. Donc, le VUS qui serait le plus, à mon point de vue, là, intéressant, c'est le Hyundai Kona. C'est un peu le véhicule là, qui est utilisé par plusieurs municipalités. Donc, on a une subvention de 40 000 de la MRC. Le véhicule en lui-même, si on tient compte des taxes qu'on récupère, est autour de 38 000. Il y aura une borne électrique à installer près de l'édifice municipal. Alors, ça devrait tourner autour de 40-42 000 maximum. Donc, pour la municipalité, ça pourrait coûter environ 2 000 $. Alors, est-ce que c'est à peu près ça, monsieur le directeur général? Oui. C'est beau. Chanicette, vous en faites la proposition? Merci. Et là, j'ai Éric qui appuie. Merci. 8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc pour la future propriété au 100 rue Saint-Jean-Baptiste. C'est Mme Nadine Boudreau et M. Sylvain Tremblay. Alors, ça a été analysé au service des travaux publics. Il y a une recommandation favorable. Alors, j'accepterai une proposition. Proposée par M. Victor, appuyé M. Yvan Côté. 8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc et excusez-moi, là, demande de branchement au service d'aqueduc et d'égout municipal. C'est M. Simon-Olivier Côté. C'est pour le lot 6 146 065 et 6 145 336. Alors, il y a une recommandation également du service des travaux publics. Une proposition, M. Éric Thibault, appuyée par M. Richard Perron. Merci. 8.4, embauche de Mme Valérie Gagné au poste d'adjointe aux travaux publics. M. le directeur général, avez-vous quelque chose à ajouter? C'était un poste là, que le conseil avait mis disponible là, pour un an là, pour venir donner un petit coup de main au niveau de la charge de travail, là, au niveau administratif. C'est sûr qu'actuellement, ben là, avec l'absence de Mme Deschênes, là, on va demander à Mme Gagné là, de venir nous donner un coup de main relativement à l'urbanisme. Donc, si des gens ont des demandes de permis, là, vous allez voir là, le nom de Mme Valérie Gagné là, apparaître là, comme personne contact en lien aussi avec M. Jérôme Durocher. C'est une personne là, qui avait déjà donné son nom lorsqu'on avait fait le premier processus au niveau des adjoints des travaux publics. Son nom avait ressorti aussi là, comme personne intéressante à embaucher. Donc, dans les circonstances, puis en lien là, avec le fait que là, on manque une personne au niveau de l'urbanisme, on vous propose d'aller de l'avant là, avec son embauche. Alors, quelqu'un propose, M. Victor Boudreau, appuyé M. Éric Thibault. Merci. 8.5, projet pilote de stationnement et réduction de vitesse dans le secteur du quai. On comprend que c'est entre le camping et le quai. M. Richard Perron, je vais vous demander de nous en faire la présentation. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, l'hiver dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques citoyens là, par rapport là, à une problématique là, au niveau surtout de la vitesse. On va en entendre parler tout à l'heure, même à la grandeur du village. Mais dans ce secteur en particulier aussi, là, en période estivale, quand il y a beaucoup de visiteurs, la vitesse est quand même un aspect important. Et aussi, il y avait aussi la problématique de stationnement de gros véhicules là, et même d'autobus là, devant les résidences là, pendant une bonne partie de la journée. Donc, on a eu l'occasion de faire une consultation avec quelques citoyens, quelques commerçants, parce qu'avec la pandémie, malheureusement, on ne pouvait pas rencontrer tout le monde. Et puis, ce qui est ressorti des discussions, c'est que les gens sont conscients là, qu'on n'a pas beaucoup d'espace de stationnement. Donc, la majorité était d'accord pour essayer de regarder pour surtout éliminer
quand je dis éliminer, là, c'est de pas interdire aux touristes de venir avec leur véhicule, avec leur VR ou quoi que ce soit, mais au moins de pouvoir se stationner plus loin, un peu plus loin, pour se rendre sur le quai. Donc, ce qu'on va faire au niveau du projet pilote, là, au niveau de la vitesse, c'est qu'on va installer des bollards de centre-rue. Donc, c'est un bollard avec un peu comme il y a en face du Café du Quai, là, qui indique la vitesse. On peut même rajouter des messages là-dessus. Donc, on va en installer 5 à partir du quai, aller envers le camping, environ aux 150 à 200 mètres. Donc, ça devrait nous mener pour loin du camping pour déjà faire penser aux gens de commencer déjà à ralentir. Là. Au fait, c'est un trompe, pas un trompe-l'œil, là, mais ça rappelle aux gens de ralentir. Ça donne un effet visuel que quand tu arrives vis-à-vis ces bollards-là, il y a un bollard en plein milieu de la route et il y en a 2 petits de chaque côté. Donc, ça donne l'impression qu'il faut ralentir parce qu'on a l'impression que la rue est rapetisse, mais pas rapetissée. Donc, ça va permettre, ça va inciter les gens à ralentir là, à l'approche du quai. Donc, ça, pour la vitesse. Naturellement, on avait parlé aussi d'un radar pédagogique et on regardera là, si les budgets nous permettent là, d'installer ce radar-là un peu en amont du camping là, pour justement que les gens se rappellent de la limite de vitesse qui est 40 km/h. Pour ce qui est des stationnements, ben on va installer des balises devant certaines résidences distancées d'environ 5 à 6 mètres parce que oui, on veut, les commerçants et les citoyens du secteur sont conscients que les gens ont besoin de se stationner. Donc, avec ces balises-là, une voiture, un pick-up va pouvoir quand même se stationner en face des résidences. Par contre, les gros véhicules, les gros VR, les autocars là, qui viennent et qui vont revenir, eux ne pourront pas se stationner directement en face des résidences. Donc, ça va rapporter une certaine qualité de vie aux résidents sans nécessairement empêcher les visiteurs quand même de se stationner. Donc, on va l'essayer, on va y aller graduellement et puis on va s'assurer de bien placer là, les balises et les bollards justement pour permettre quand même aux gens de pouvoir circuler à pied puis naturellement en toute sécurité. Donc, le projet en tant que tel, c'est qu'on ne diminue pas trop l'accès au stationnement le long de la rue Saint-Jean-Baptiste. Contrairement à la promenade des navigateurs où dans le projet, il n'y avait aucun véhicule qui se stationnait du camping à aller au quai. Donc, on va l'essayer pour cette année, on va voir. Et puis, on va s'ajuster au fur et à mesure, là, puis en faisant des vérifications naturellement, là, tout au courant de l'été. Je demeure dans le secteur, donc je devrais être en mesure de faire mon petit tour là, pour aller vérifier, discuter avec les gens aussi. Puis, il était question aussi de limiter la durée, je crois, à 120 minutes. Là. Annick pourrait m'éclairer, là, mais je ne me rappelle plus dans quel secteur. Là. On s'est rencontrés avec les travaux publics, puis on voulait limiter à certains endroits à 2 heures de stationnement. Naturellement, on a discuté avec les commerçants. Eux, à 2 heures, c'est correct. Là. Quelqu'un qui est là pendant 2 heures, il a le temps de visiter, aller manger une bouchée, etc., etc. Donc, c'est un projet pilote, on va le mettre en marche, puis on va le suivre là, tout au courant de l'été. On fera le post-mortem là, à l'automne. Ah, c'est un très beau projet, M. Richard. Alors, vous en faites la proposition. Ça va coûter à peu près autour de 6 000 les balises et les bollards et tout. C'est ça, exactement. Puis si on décide d'aller de l'avant pour le radar, ben on regardera les coûts là, par rapport à ces radars-là. Merci. Donc, proposé par M. Richard Perron, appuyé par... Qui appuie? M. Anicette Gagné, merci. J'avais le chaud, là. Merci. Oui. Bon, 8.6, espace public et aménagement d'un stationnement, périmètre du patrimoine religieux. Vous vous souvenez que, je ne sais pas, c'est pas en 2020, en 2019, la municipalité avait décidé de brancher le réseau sanitaire, en fait, les égouts, là, dans le réseau sanitaire municipal. Alors, il avait fait une tranchée sur le terrain du presbytère, mais en même temps, ça avait aussi touché le terrain de la fabrique.
Donc, il y avait eu un remplissage qui avait été fait, mais c'était temporaire. Et là, on a eu un plan qu'on a accepté. Puis d'ailleurs, la fabrique aussi nous a fait parvenir une résolution aujourd'hui nous disant que le plan avait été considéré comme accepté pour eux. Donc, évidemment, ça serait pour faire les travaux d'aménagement. On a un estimé des coûts à environ 17 000 $. Est-ce que je suis c'est le bon montant, M. le directeur général? Oui, on parle d'environ 15 500 avant les taxes. Avant les taxes, bon, OK. Alors, quelqu'un propose pour l'aménagement de cet espace, M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. 8.7, pardon. Attribution du contrat d'entretien des chemins pour la saison estivale 2021. On entend que c'est des chemins de gravier, les chemins, en fait, tous les chemins de gravier. On en a à peu près 34-35 km. Monsieur le directeur général? Oui, alors, dans le fond, on a invité 3 entrepreneurs, donc Lauréat Gagné, Éric Côté-Sable et Jacqueline Lavoie, là, pour venir nous déposer des offres au niveau de la niveleuse. Le prix le plus bas qu'on a reçu est d'Éric Côté-Sable au montant de 28 250 plus taxes. Donc, comme c'est le soumissionnaire le plus bas, c'était la recommandation qu'on faisait au conseil. Quelqu'un fait la proposition? M. Anicette Gagné, appuyé M. Victor Boudreau. 9.1, donc là, on tombe dans les sujets de l'urbanisme. 9.1, recommandation du CCU 056-2021. C'est une demande de permis de construction sous le lot 6 144 645. C'est Mme Monique Duchesne. Mme Monique, vous nous en faites la présentation? Oui. Alors, Monique, votre micro n'est pas ouvert. c'est parce que j'en ai 2 à contrôler. J'ai lui d'ordi, puis j'ai lui de physique. Alors oui, c'est la recommandation CCU 56. Il y a eu une petite erreur là, dans la transcription. Demande de permis de construction sur le lot 6 144 645, Mme Monique Duchesne. Considérant qu'une demande de permis de construction a été déposée au service d'urbanisme par Mme Monique Duchesne, considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme et que ce dernier a déposé une recommandation, considérant que le terrain accueillant la construction d'une résidence a une forte pente, il est proposé et secondé de recommander au conseil municipal de demander à Mme Duchesne d'obtenir une étude géotechnique afin de s'assurer de la stabilité du sol avant d'octroyer tout permis de construction. Voilà, M. Anicette nous a fait la proposition appuyée par M. Victor Boudreau. Merci. 9.2, donc c'est une recommandation du CCU. Je ne sais pas si le numéro est bon. 058-2021. C'est une demande de permis pour le 131 rue de la Providence. M. Guy Bélanger. Oui, effectivement, M. Martel, le numéro n'est pas bon. C'est le CCU 57-2021. Monsieur Guy Bélanger est situé dans le secteur du Faubourg. Sa demande de construction, c'est pour un permis de garage. Il respecte le PIA et le comité consultatif recommande d'autoriser la demande de construction de monsieur Guy Bélanger. Merci. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé M. Éric Thibault. 9.3, recommandation du CCU 058-2021. Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'utiliser à une autre fin que l'agriculture une partie du lot 6 145 240. M. Doris Fortin, Mme Annick. Oui, alors, M. Fortin demande à la CPTAQ, considérant qu'une demande d'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture a été déposée auprès de la CPTAQ concernant une partie du lot 6 145 240, considérant que le demandeur, M. Doris Fortin, désire construire un chalet de villégiature sur une partie du lot 6 145 240 exempt de culture, considérant que cette demande respecte le règlement de zonage 19-353 de la municipalité, considérant que le comité consultatif a approuvé cette demande lors de sa rencontre du 19 mai 2021,
Le comité consultatif le recommande au conseil municipal d'appuyer la demande auprès de la CPTAQ. Merci. M. Anissette, vous en faites la proposition. Appuyez M. Victor Boudreau. 9.4, toujours une recommandation du CCU 059-2021. C'est une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'utiliser à une autre fin que l'agriculture sur une partie du lot 6 405 864. C'est une demande de M. Graham Park. Madame Annick? Oui, considérant qu'une demande d'autorisation d'utiliser à une autre fin que l'agriculture a été déposée auprès de la CPTAQ concernant une partie du lot 6 405 864 du cadastre du Québec, considérant que le demandeur, M. Graham Park, désire démarrer une entreprise familiale écotouristique qui consiste d'offrir la location de vélos électriques aux touristes, considérant que cette demande respecte le règlement de zonage 19-353 de la municipalité, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a approuvé cette demande lors de sa rencontre du 19 mai 2021, le comité recommande au conseil municipal d'approuver cette demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour l'utilisation d'une partie du lot 6 405 864 du cadastre du Québec à des fins autres que l'agriculture, soit le démarrage d'une entreprise familiale écotouristique. Merci. Quelqu'un a fait la proposition. M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. 9.5, recommandation du CCU 060-2021. C'est un plan d'ensemble d'hébergement type A-frame. C'est M. Jasmin Saint-Gelais qui a présenté le tout et qui a été présenté au CCU. Madame Annick? Oui, considérant que M. Jasmin Saint-Gelais a déposé son projet d'hébergement touristique A-frame qui sera situé à l'Anse-à-Tabatière au comité consultatif d'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a évalué cette demande de projet, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation positive, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter le projet d'hébergement A-frame qui sera situé à l'Anse-à-Tabatière de M. Jasmin Saint-Gelais. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Victor Boudreau, appuyé M. Richard Perron. C'est un très beau projet. D'ailleurs, ça a été, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on discute avec M. Saint-Gelais, et c'est un projet très intéressant. 9.6, alors vous avez 9.6 jusqu'à 9.14, ce sont des révisions de règlement. Alors, je demandais au directeur général de nous faire une présentation générale et après ça, on va reprendre chacun des points pour adoption. Monsieur le directeur général. Alors, je vais essayer de vous rendre ça le plus agréable possible. On a lu tantôt les titres, là, c'était assez lourd et j'en suis totalement conscient, c'est du légal. Pour faire un résumé rapide, dans le fond, on a comme 3 grosses modifications en termes de thèmes. La première modification, c'est ce qui touche le secteur du Mont-Édouard. On sait qu'on a divers promoteurs là, qui veulent faire des développements domiciliaires. Et on vient toucher au règlement de zonage, notamment pour venir isoler les terrains qui veulent développer dans une zone spécifique. Donc, on vient tracer un numéro de zone et ça, dans cette zone-là, ben là, on peut venir jouer au niveau là, parfois de la densité, tout dépendant là, des possibilités du secteur périmètre urbain secondaire. Ça nous permet en même temps de pouvoir appliquer des PIA spécifiques. Un PIA, c'est comme une sorte de plan architectural là, pour les maisons, donc d'avoir un thème un peu là, pour chacun de leurs développements domiciliaires, puis nous permettre d'avoir une cohérence au niveau du visuel. Donc, dans un premier temps, nos changements vont toucher le secteur ouvraire. On sait qu'on a un développement là, qui est en discussion à cet effet-là. On a aussi, là, dans le secteur Valence, là, on a une phase 3 là, dans laquelle on vient aussi tracer une zone pour justement venir encadrer là, ce développement-là et pouvoir y appliquer un PIA. Par la suite, on a à gauche de Valence, on a des terrains là, qui sont actuellement ça s'appelle conservation en zone de réserve. Donc ça, c'est des zones qui, un coup qu'on a pas mal, dans le fond, bâti là, notre périmètre urbain, on peut ouvrir ces zones-là pour permettre des développements supplémentaires. Donc, comme nos pourcentages sont respectés auprès de la MRC, donc on demande d'ouvrir
ces zones-là qui vont passer de conservation à villégiature. Devrait être un développement. On va probablement appliquer un PIA qui ressemble un peu à ce qu'on a dans Valence pour quand même avoir une cohérence visuelle. Par la suite, donc je vous dirais, ça touche le secteur du Mont-Édouard. Par la suite, on a, au niveau de la MRC, il y a différents règlements qui ont été adoptés pour permettre certains usages commerciaux dans des zones agroforestières. Donc, ça peut permettre, par exemple, des érablières, du commerce au niveau de l'artisanat. Donc, ce type de commerce-là permet aux gens là, de pouvoir, comme dans le fond, utiliser la terre et en faire un certain commerce à même leur zone. Et par la suite, on a aussi un règlement qui s'appelle PPC-MOI. Donc, c'est des nouveaux pouvoirs qui sont donnés au niveau des municipalités. Là. Dans le fond, si je vous fais un résumé, admettons qu'on aura un promoteur qui voudrait faire un développement domiciliaire et dans son développement domiciliaire, chacun de ces terrains, dû à la réalité du secteur, ne respecte pas la marge, par exemple, de 0,5 mètres ou ne respecte pas exactement les pentes de toit, par exemple, de certains degrés. Et le conseil municipal considère que le projet se tient quand même et on accepte que le projet ait lieu. Auparavant, avec les règles qu'on a actuellement, ça demanderait à chaque maison de faire une dérogation mineure pour pouvoir avoir des pentes différentes ou avoir un non-respect de marge, là, par exemple, de 0,5 mètres. Tandis qu'avec un PPC-MOI, l'acceptation du conseil municipal sur ces types de projets-là va faire en sorte que ensuite, tous les propriétaires qui vont se bâtir vont pouvoir utiliser ces règles spécifiques-là au niveau du plan d'aménagement d'ensemble. Et ça va permettre d'éviter là, à l'ensemble des nouveaux propriétaires qui vont vouloir se construire de faire des demandes de dérogation mineure et faire quand même là, une certaine charge administrative quand on sait à la base que le conseil municipal était d'accord là, avec le projet et avec cette petite, cet écart-là au niveau de la réglementation. Donc, ce que je viens de vous résumer là, ça touche pas mal l'ensemble des grosses modifications qui vont être demandées. C'est certain qu'un coup qu'on va accepter les premiers projets de règlement, il va y avoir une assemblée publique dans laquelle l'ensemble de la population va être invitée. Je vous dirais qu'on va quand même toucher là, du développement domiciliaire et tout ça, à une certaine vision, particulièrement au niveau de la station de ski. Ça serait intéressant d'avoir quand même une participation là, de la population pour que les gens puissent comprendre un peu là, dans quelle direction on est en train d'aller. Donc, on va vraiment regarder chacun des changements réglementaires là, lors de l'assemblée publique. Et comme on est en situation de COVID, on va quand même pouvoir recevoir des gens lors de l'assemblée publique, mais il va aussi avoir là, une consultation écrite due justement là, aux règles sanitaires. Donc, les gens qui ne pourront pas y participer pourront le regarder sur YouTube et pourront émettre leurs commentaires par écrit, là, ce qui va être considéré au niveau du conseil municipal. Donc, je pense que ça fait le tour au niveau de chacun des points. Donc, M. Martel, si vous me le permettez, je lirai chacun des points et vous pourriez demander des proposeurs et des appuyeurs. C'est beau, merci. On y va. Donc, à 9.6, on a le premier projet de règlement d'amendement numéro 21-376 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 19-352 relativement à un changement de l'affectation conservation par une affectation de villégiature pour les zones de réserve ZR4 et ZR5 au sein du périmètre urbain secondaire, ainsi que relativement à l'agrandissement de l'affectation habitation à même l'affectation publique au sein du périmètre urbain principal. Merci. Quelqu'un a fait la proposition. M. Richard Perron, appuyé. M. Yvan Côté. 9.7. Oui, M. Alors, premier projet de règlement d'amendement numéro 21-377, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, en concordance avec le règlement d'amendement numéro 21-376, modifiant le plan d'urbanisme relativement au changement de l'affectation conservation par une affectation villégiature au sein du périmètre urbain secondaire, ainsi qu'à l'agrandissement d'affectation habitation à même l'affectation publique au sein des périmètres urbains principaux et relativement à la création de nouvelles zones R95, R96, V97, RT98, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard à même les zones R42, V25 et RT43. Merci. Alors, quelqu'un se propose, M. Anicette, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. 9.8, M. le directeur général. Oui. Alors, premier projet de règlement d'amendement numéro 21-378, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358, relativement à l'application d'un PAE dans les zones V27 et V28, ainsi que dans les nouvelles zones créées R95, R96, R97, RT98, RT99 et RT100, en concordance avec l'amendement au règlement de zonage 21-377.
M. Éric Thibault propose, appuyé par M. Richard Perron. 9.9, M. DG, oui. Donc, premier projet de règlement d'amendement numéro 21-379, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359, relativement à l'application d'un PIA dans les zones V27, V28, V97, R95, R96 et RT100, en concordance avec l'amendement au règlement de zonage 21-377. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 9.10, M. le directeur général. Premier projet de règlement d'amendement numéro 21-380, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387, ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 19-405, ayant pour objet de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. Proposé par M. Richard Perron, appuyé chez Éric Thibault. 9.11. Oui. Premier projet de règlement d'amendement numéro 21-381, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380, modifiant le plan d'urbanisme numéro 15-289 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord apporté par les règlements numéro 18-387 et 19-405, ayant pour objet respectivement de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.12. Premier projet de règlement d'amendement numéro 21-382, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356, relativement à la tarification pour l'analyse des demandes relatives aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, et relativement à la tarification des permis de construction. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. 9.13, M. Devien. Projet de règlement d'amendement numéro 21-383, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 19-360, en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380, modifiant le plan d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387, ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé M. Yvan Côté. 9.14, enfin. Premier projet de règlement numéro 21-384, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, ayant pour objet d'autoriser sur demande et en fonction de critères préétablis un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Proposé par M. Richard Perron, appuyé M. Victor Boudreau. Merci, M. Desbiens, de m'avoir aidé parce que je ne suis pas sûr que je me serais rendu jusqu'à 9.14. Ça m'a fait plaisir. 10, sécurité publique, on n'en a pas de sujet. 11, loisirs, culture et vie communautaire. 11.1, tenue du festival musical de Grand Ours, 3e édition. Alors, c'est pour faire une demande dans le cadre du Fonds de développement des territoires pour un montant de 10 000 évidemment, cette année, il n'y a pas eu de lancement encore officiel, mais on parle du 27 et 28 août, les dates où va se tenir notre festival qui était dans les années passées autour du 15 et 16 de juin. Alors, je demanderai une proposition pour faire une demande dans la FDT. Monsieur Anicette, appuyé par Monsieur, je ne sais pas, Monsieur Éric, vous appuyez? Pouvez-vous nous rappeler, Monsieur le maire, le nom des artistes? Je ne peux pas le dire ici ce soir, Monsieur Anicette, parce que ça n'est pas encore publié, puis de mémoire, je n'ai pas tous les noms. Alors, merci. Ça va être communiqué très bientôt. Merci. 11.2, Festival de musique Grand Ours, c'est pour l'octroi du contrat de service avec Production Hakim. Alors, on sait que c'est les productions Hakim qui nous aident à monter ce festival.
Donc, c'est pour justement passer un contrat avec eux dans ce cadre-là. Alors, quelqu'un propose, M. Yvan Côté, appuyé M. Victor Boudreau. 11.3, Centre communautaire de la petite école, Festival de la fête nationale. Je demanderai à M. Anicette Gagné, qui est le président du Centre communautaire de la petite école, de nous faire la présentation des activités, justement en lien avec la fête nationale du 24 juin. Oui, merci, M. le maire, avec plaisir. Il y aura 2 activités qui seront organisées. Du 23 au 27, ce sera le rallye qui va être organisé dans les 3 villages, Rivière-Éternité, Blanc-Saint-Jean et Petit-Saguenay. Alors, les rallyes, c'est de découvrir des nouveaux attraits à l'intérieur des 3 villages. Très intéressant, comme vous avez vu que ça a été organisé ailleurs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le soir, le 23 juin, au soir, il y aura un rassemblement permis de 250 personnes avec des artistes invités, Bob et les Macolos. Et ce sera en face du terrain de camping, le terrain de golf en face du terrain de camping. On installera le chapiteau 40-40 pour permettre aux artistes d'être à l'intérieur du chapiteau. Et on lance l'invitation à des bénévoles pour qu'ils viennent nous aider à vérifier le nombre de personnes qui sera admis lors de cette activité-là, le 23, vers la Brunante. Alors, s'il y a des bénévoles qui sont intéressés à venir nous donner un coup de main, ce sera très apprécié. Alors, premier rassemblement après cette pandémie, on sait qu'en 2020, ça a été annulé. Alors, cette année, on peut commencer à revivre. Merci. Alors, est-ce que ça prend une résolution? J'imagine que oui. Oui. Donc, je demanderais, M. Richard Perron, vous proposez appuyer par... Qui appuie? M. Yvan Côté, merci. 11.4, affichage innovant, Bureau d'information touristique municipale. C'est à la halte routière, à l'entrée du village. C'est pour remplacer les banderoles, évidemment, qui sont là depuis quelques années, qui sont usées avec le temps. Je demanderai une proposition pour le remplacement. Est-ce que, Monsieur le directeur général, vous avez le coût de remplacement de ces banderoles? Non, hein, je pense que, Annick, est-ce que M. Larouche vous avait donné l'information? Je crois que non. Hein? OK. Alors, on l'inscrira peut-être au procès-verbal comme information. Proposé par M. Anicette, appuyé par M. Richard Perron. 11.5, l'Association Chasse et Pêche Anse-Saint-Jean Incorporée, c'est une demande d'aide financière pour l'annulation de la pêche blanche 2020. Vous savez qu'on a mandaté la municipalité, l'association de chasse et pêche Anse-Saint-Jean pour tenir justement et pour gérer la pêche blanche sur le Saguenay à chaque année. Et malheureusement, en 2020, il n'y a pas eu de glace. Les glaces n'étaient pas suffisamment solides pour pouvoir installer les cabanes, mais l'association avait engagé des coûts, évidemment, qui sont des dépenses nettes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récupération possible de ces dépenses-là. Il y a eu une rencontre avec le directeur général, M. Desbiens, et l'association l'association de chasse et pêche, Anse-Saint-Jean, et on a convenu d'apporter une aide de 5 000 $ pour l'année 2020. Alors, on espère qu'en 2021, on va être un peu plus chanceux. Donc, quelqu'un a fait la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. C'est accepté à l'unanimité, merci. 11.6, appui aux mémoires, consultation sur les services de garde éducatif à l'enfance. Alors, vous avez reçu le mémoire qui, en passant, a été acheminé parce qu'il y avait une date de tombée. Et vous avez aussi vu avec le mémoire les besoins dans chacune des municipalités pour les services de garde éducatif en milieu familial. Donc, évidemment, ce soir, on va adopter une résolution en appui de ce mémoire-là. C'est Agir qui a préparé le mémoire et toutes les municipalités du Bas-Saguenay devraient aussi ce soir adopter cette résolution pour appuyer le mémoire.
Alors, M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Vous avez, M. le maire, envoyé le projet de résolution à tous les maires. Hein? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. 11.7. Octroi du contrat de service à la compagnie Service de sauvetage TUAN Incorporé. Monsieur le directeur général. Oui, alors, comme à chaque année, là, on fait un contrat de service là, avec les sauveteurs pour la piscine là, au Mont-Édouard. Donc, la piscine souvent est ouverte là, durant le mois de juillet et une portion du mois d'août. Donc, on parle d'un contrat là, avec un taux horaire de 24,30. C'est beau. Quelqu'un a fait la proposition. Puis, M. Richard Perron propose, appuyé par M. Victor Boudreau. Ouais, la piscine au Mont-Édouard est quand même une piscine importante, particulièrement pour les jeunes du terrain de jeu. Ils vont quand même plusieurs jours. Puis avec les températures chaudes comme aujourd'hui, on va en avoir d'autres cet été. Alors, évidemment, c'est important d'avoir accès à un plan d'eau. On varie, il n'y a pas d'autres sujets. On serait rendu au rapport des comités. Je commencerai par M. Yvan. Vous avez, Yvan, de nous parler du poste d'accueil de l'association Chasse et Pêche, justement. Oui, nous autres, on est en construction d'un nouveau poste d'accueil. Ça fait une couple de semaines que c'est commencé. Les travaux de construction devraient être terminés dans encore à peu près 4-5 jours. Je ne sais pas si en fin de semaine qui s'en vient, ça va être terminé. Sauf qu'on a quelques monde veulent savoir si le poste d'accueil va ouvrir. Après ça, il va nous rester l'installation septique. Après ça, le puits à l'eau. Après ça, il va nous rester à se faire collecter. Peut-être que d'ici à la fin de l'année, on va être bon pour ouvrir, mais on n'ouvrira pas sous peu. Après ça, j'aurais d'autres choses aussi, parler des feux à ciel ouvert. Tu sais, présentement, là, vous voyez, la température est très élevée avec des forts vents. Fait que présentement, on s'est défendu de faire des chutes à feu à ciel ouvert si on n'a pas eu le permis des pompiers. Fait que présentement, je pense que les pompiers n'en cèdent pas parce que l'indice d'inflammabilité est élevé. C'est de porter une attention spéciale parce qu'on ne voudrait pas que le feu prenne à quelque part. Monsieur le maire, je me suis permis d'en rajouter un parce que je voulais parler un peu de piscicable, du glissement de terrain qu'on avait. Là, tu sais, veut dire, oui. On est toujours en attente du CA, du gouvernement. Fait que là, c'est sûr que là, la pêche au saumon va commencer sous peu. Fait que là, ça va être des travaux, d'après moi, que si on a le CA, si va être accepté, ça va aller plus vers la fin du mois de septembre, au mois de septembre. Après ça, on a un autre, le pont. Le pont Achille Boudreau, qu'on appelle le pont qui traverse la rivière lui, on était censé, on avait comme objectif de faire les travaux avant l'ouverture de la pêche, mais là, on a eu une mauvaise nouvelle la semaine passée que la livraison du bois va se faire de site d'une couple de mois. Fait que ça va aller juste aussi, elle, au mois de septembre. Merci. Ouais. Merci beaucoup, M. Côté. M. Victor, vous avez voulu nous parler de la vitesse dans l'Anse Saint-Jean? Oui, je voudrais avertir la population que aujourd'hui, circuler l'Anse Saint-Jean, la vitesse permise, je pense qu'on n'est presque pas capable de rouler cette vitesse-là. Là. Tout le monde nous dépasse, ils viennent nous coller au derrière et puis ça n'a pas de bon sens. Il y a les automobilistes, ça roule, c'est terrible. Même les camions, les gros camions 10 roues, ça passe chargé, ça roule à 60, 70 km/h. On est à l'Anse Saint-Jean. Tout le monde sort de leur rentrée. Vous avez ici à Polyvalente, vous avez une limite de 30 km/h. Pas sûr, c'est 10 de la population. Puis même les camions, puis je me dis, comment est-ce qu'ils vont faire à travers cette bétonnière qui est là, s'il y a des enfants qui veulent traverser? Je me suis informé aux enfants. Ils ont dit, on est là au côté du chemin. Ben, dit, il n'y a personne qui arrête. C'est pour vous dire que c'est sûr, quand on arrive à 60, 70 km/h en Polyvalente, puis il y a des enfants à côté, c'est sûr que vous ne pouvez pas arrêter. C'est la même chose dans la rue de Vébron. J'ai eu des plaintes encore aujourd'hui. C'est épouvantable. Elle a dit, ça fait 2 accidents. Il y en a un 4 roues qui est obligé de rentrer dans une rentrée. Il y a un cycliste qui était en montant, puis il y avait un char dans le détour de la rue de Vébron. Il est arrivé de toute vitesse, puis il a été obligé de prendre le côté du chemin. La rue d'Alaire, je me suis arrêté de m'informer. On a mis un 50 km/h. Elle a dit, ça n'a absolument rien changé. Je me suis informé à 2 madames et on dit, absolument rien. Elle dit, le camion continue à rouler 60, 70, les autos aussi. Elle dit, il faudra en mettre un sur la côte, peut-être 70, il le verrait. Mais ça ne peut pas être plus visible que le 30 km ici, pas loin de chez nous, puis personne ne le voit, on dirait. Il m'a dit,
faites extrêmement attention. Puis, comme vous savez, durant l'été, il y a beaucoup de trafic. Ça fait essayez de réduire un peu votre vitesse. Vous allez arriver au bout de quand même si vous prenez 2 minutes de plus. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup. Merci, vous avez tout à fait raison. Moi, je circule quand même souvent dans le village, là, puis je me limite, puis je vous avoue qu'il y en a des fois qui me suivent puis ont l'air impatients. Mais il faut respecter les limites de vitesse, vous avez tout à fait raison. Monsieur Éric, est-ce que vous avez quelque chose à nous parler? Vous voulez nous parler de... Oui, merci, Monsieur le maire. Si vous me permettez de prendre la parole un peu, j'aurais peut-être 2 petites choses. Je vais vous parler un peu du tourisme durant l'été et les activités de la pêche de la ZEC Saumon, de la Corporation de la gestion de la rivière. Sûrement que les citoyens, les villégiateurs ont remarqué que le secteur de la chute est barré présentement pour raison de sécurité. Alors, il y a quelques années, il y avait eu des travaux qui avaient été faits sur la paroi rocheuse dans le secteur près du petit trottoir qui a été refait il y a environ 2 ans. Et puis, avec l'hiver qu'on vient de passer, il y a toujours un danger assez important. Il y avait la firme Coldatec qui avait installé des relevés permanents pour voir les mouvements au niveau de la paroi rocheuse. Puis malheureusement, ces mouvements-là sont présents. Donc, on a dû fermer ce secteur-là du côté de l'autre côté de la rivière. Et du même coup, ça limite complètement l'accès au chalet du gardien qui avait été rénové il y a quelques années, puis qui représentait quand même un petit apport financier pour un organisme qui essaie d'un tant bien que mal de survivre puis de protéger les ressources de la rivière. Alors là, présentement, on est en mode de recherche de solutions. Il y avait un sentier plus haut aussi, mais ce sentier-là n'est pas accessible à tous, puis il est quand même aussi dangereux. Donc, présentement, on regarde quelles seront peut-être les alternatives à faire pour réouvrir ce sanctuaire-là qui était très apprécié, très achalandé. Les gens allaient voir le poisson dans la chute. Donc, c'est quand même assez triste. Donc, on est en mode solution à ce niveau-là. Puis, il y a eu aussi des jours de pêche qui ont été cancellés parce que c'est un secteur quand même qui était très prisé et très en demande. Donc, voilà pour l'activité de la pêche saumon. Puis si vous me permettez aussi, peut-être, j'ajouterais peut-être un petit élément pour le vélo. Alors, on parle de vélo de montagne, puis au Moindroir, donc, il y a eu quand même des offres de services qui vont se faire à ce niveau-là. Je pense que ça peut être une activité intéressante au niveau estival. Et à partir du 21 juin, donc normalement, quelques sentiers, soit pour la randonnée en montagne, l'ascension, donc pourraient être disponibles à ce niveau-là. Puis on sait qu'on touche une clientèle quand même qui est quand même assez importante. La demande est quand même assez forte. Puis c'est des gens qui aiment le plein air, la nature. Donc, c'est une activité intéressante qui revient à la station pour la période estivale. Alors, je vous remercie de m'avoir donné le temps pour ces 2 messages. Merci. Effectivement, je pense que pour d'abord, si j'ai un petit mot sur la rivière Saumon, l'affaissement de parois rocheuses, on a eu une communication là, de la présidente que j'ai fait mention tout à l'heure. On va quand même regarder avec vous autres là, les solutions possibles pour pouvoir justement donner accès à cet endroit qui est merveilleux. Qui est la chute et aussi le chalet qui est en location. Merci. Bon, écoutez, pour moi, je vais vous parler de 3 choses. D'abord, vous dire que le MAMACH, vous avez certainement vu passer là, dans les journaux locaux ou dans les médias, que le MAMACH avait donné un peu d'ouverture pour pouvoir permettre l'accès à un plus grand nombre de personnes dans les offices municipaux d'habitation. On sait qu'il y a plusieurs villages là, qui ont des logements qui font partie de l'office municipal d'habitation qui sont libres. Dans certaines municipalités, on parle même de 60 ou 50 libres. Nous, ici à Lens, on en a 14 logements
qui sont administrés par l'ONH. Et là-dessus, actuellement, il y en a 4 qui sont vacants. Alors, on me dit qu'il y en avait 2 pour lesquels on avait des demandes là, de la part de personnes, puis le dossier était en analyse. Mais ceci va permettre peut-être aux gens, peut-être, là, avec le temps, il y a des modifications à faire au niveau de la réglementation. C'est pour permettre, par exemple, à des familles dont le revenu va être supérieur à 22 000, parce que présentement, c'est le revenu qui est un des critères importants. Les 22 000, évidemment, dans des villages comme le nôtre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des besoins, mais on veut le hausser même jusqu'à 35 000. C'est peut-être pas en 2021, mais ça va venir avec le temps. Le salaire, le revenu va être haussé à 35 000. Donc, ça va permettre à un plus grand nombre de personnes, de familles, de pouvoir accès à ce genre de logement. Et aussitôt qu'on va avoir de l'information, on va le publier, le rendre disponible sur le site de la municipalité et sur Facebook. L'autre point que je veux vous parler, c'est au sujet des cadets de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec nous a informé qu'on aurait un cadet qui serait en place dans les municipalités, même à compter d'aujourd'hui. On parlait du 7 de juin, et ça pour 12 semaines. Alors, le cadet va se promener dans la municipalité, va participer peut-être à des événements. S'il y a des festivals, il va être présent. Son rôle va être un rôle de surveillance puis de prévention. Alors, ce n'est pas une personne qui va pouvoir émettre des étiquettes, comme on dit, là, des constats d'infraction, mais quand même, il va être en lien avec notre parrain, qui est de la Sûreté du Québec, ou d'autres personnes là, de la Sûreté, pour pouvoir justement faire des recommandations ou des observations lorsque ça sera nécessaire. Le troisième point, je vais vous parler de la vaccination. Vous savez, ça va bien au Québec, la vaccination. On voit que le déconfinement, ça va bien. Mais je pense qu'il est important que tout le monde fasse son effort pour pouvoir être vacciné. Je pense que si la très grande majorité de la population, on parle de plus de 75%, sont vaccinés, on va pouvoir revenir à une vie plus normale. Alors, je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Donc, j'incite tout le monde à aller à la vaccination. C'est encourageant de voir, en tout cas, j'écoutais tout à l'heure à la télévision, là, au TVA Nouvelles, on mentionnait que les jeunes de 12 ans et plus, il y avait au-delà de 50% des gens, on parlait pas de 60%, qui avaient été vaccinés ou qui avaient pris un rendez-vous pour être vaccinés. Moi, je dis bravo nos jeunes, là. Je pense que c'est un bel exemple je dirais, d'effort puis de support collectif. Vous savez, le vaccin, oui, ça peut nous protéger, nous, mais ça protège aussi nos personnes qui nous entourent. Alors voilà, pour moi, ça complète les informations. On s'est rendu à la période de questions. Est-ce que, Mme Annick, on en a? Non. Ce soir, je n'ai pas de questions. J'ai juste un commentaire sur la vitesse. OK. Merci. Donc, je pense que ça a été bien entendu. Alors voilà, on est rendu à la fermeture de la séance. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent dans une si belle soirée. Alors, quelqu'un propose, M. Victor, j'ai vu votre main. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous et on se revoit au début juillet pour la réunion. Et j'espère, comme j'ai mentionné, on va être en présentiel à ce moment-là et du public seront admis à nos rencontres du Conseil. Merci, bonne fin de soirée. Merci. Merci.